Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère et j'ai l'immense privilège d'être l'un des trois animateurs du SIAPRO. On a conçu pour vous tout un programme de conférences riche et dense avec des questions que se posent ou que peuvent se poser les agriculteurs. Parmi ces questions, je suis en agriculture biologique, stop ou encore. Ça ne se veut pas forcément une question provoque du tout, c'est qu'on pense que, voilà, compte tenu du contexte marché, beaucoup d'agriculteurs se posent ces questions-là. Évidemment que, comme toutes les questions qui se posent en agriculture, la seule bonne réponse, c'est « ça dépend ». Et on va essayer quand même de qualifier un peu mieux cette réponse. Et on va commencer par appeler sur scène Bertrand Houdin, qui est président de Ceresco, sous vos applaudissements nourris, et sous une foule en délire. Bertrand, tu es président de Ceresco, qui est un bureau de tout fonctionne. Il n'y a rien à faire. Tu es, donc, je le disais, président de Ceresco, un bureau d'études spécialisé sur les questions agricoles et de filières. Et tu es à l'origine d'une étude que vous avez réalisée pour le compte de France Agrimaire et du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et l'agence bio. Et l'agence bio. Voilà. Une étude justement sur l'avenir de l'agriculture biologique. Déjà, pourquoi en fait, cette étude a été commandée ? En fait, cette étude a été, entre guillemets, voulue par l'agence bio et le ministère parce qu'on était... on a commencé en 2023, donc ça remonte un peu. Ça veut dire que le cahier des charges a sûrement été produit un an avant. On se trouve en fait au début de la tempête qui va secouer la bio parce qu'il y a un retournement de conjoncture qui ne s'est jamais vu auparavant. Auparavant, on avait bien souvent l'offre qui courait après le marché. Et là, c'est un renversement de paradigme que globalement les acteurs n'avaient pas complètement anticipé, même s'il y avait des signes avant-coureurs. Et donc le ministère voulait projeter les acteurs au-delà de cette crise en disant qu'est-ce qu'il peut y avoir à un peu plus long terme si on dépasse et si on arrive à dépasser, parce que pour certains acteurs, c'est des questions de survie à ce moment-là. Oui, et la question qui se posait aussi, c'est est-ce que c'est qu'une crise conjoncturelle ou est-ce que c'est une crise, on va dire, structurelle, un mouvement de fond? Est-ce qu'on atteint un plafond de verre sur le marché de la bio ou est-ce qu'il peut continuer aussi à évoluer? C'était ça un peu les questions qui se posaient. C'était un peu ça et les manières effectivement de voir qu'est-ce qui, justement, structurellement peut continuer à construire la bio au moment où on a cette crise. Alors, chaque filière a cette crise, sachant qu'on est sur une filière un peu transversale. Mais là, effectivement, les fondements de la bio étaient un petit peu secoués. Pas la première fois, parce qu'il y a eu d'autres crises, mais là, vraiment de manière importante. Ouais, un peu. On rappelle quelques chiffres sur la consommation de la bio en France. Ça représente combien de la conso? J'ai en tête 5-6%. Voilà, c'est 5-6%. Et c'est vrai que dans les pays les plus avancés, comme le Danemark ou l'Autriche, on plafonne à 12-13%. Donc on voit bien que se pose la question de savoir à un moment donné, et c'était aussi la question qui était posée dans cette prospective, est-ce qu'on peut arriver à un modèle généralisé de la bio? Est-ce que c'est même souhaitable? Parce que si finalement tout le monde devient en bio et que le bio devient la norme, est-ce que le marché de la bio continue d'exister comme il est? On va continuer de discuter de ces sujets-là juste après avec d'autres intervenants. Je vous propose qu'on écoute le témoignage d'Émilie Faucheron, qui est viticultrice dans l'Hérault. Elle partage son expérience avec son mari Benjamin sur YouTube. Sa chaîne s'appelait La Vitibio d'Émilie et Benjamin. Elle était vraiment une super promotrice de la bio. Elle a été longtemps en agriculture biologique, mais elle a été contrainte d'arrêter. Elle va nous expliquer pourquoi. On l'écoute. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est côté économique, parce que produire en bio, ça coûte 30% plus cher qu'en agriculture conventionnelle. Donc c'est une des premières raisons. Parce que à l'heure actuelle, le bio il n'est pas aussi bien valorisé que ce qu'il était il y a juste 2 ans de ça. Ensuite, après, il y a un côté agronomique aussi. Dans tout ça aussi, il y a des choses qu'on a trouvées géniales et des trucs un petit peu moins bien. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur une agriculture conventionnelle pour que l'entreprise puisse continuer à perdurer. Tu dis une agriculture, une viticulture conventionnelle, pour autant, j'imagine que tu n'as pas abandonné tout un tas de pratiques et tout un tas de connaissances que tu as su développer par l'expérience en agriculture biologique. Ah oui, exactement. En fait, tout ce qu'on a trouvé super pendant ces 10 années de bio, on les a gardés, comme par exemple la fumure au niveau des engrais, on continue à mettre des engrais organiques. Au niveau par exemple, les insecticides, on continue à utiliser à la confusion sexuelle pour lutter contre le ver de grappe. Dans le programme de traitement, on continue à utiliser des produits de biocontrôle. Donc voilà, et puis on continue à utiliser les intercepts puisqu'on a toujours le matériel, etc. Donc oui, on n'a pas tout laissé tomber. Tout ce qu'on trouvait super de l'agriculture biologique, on l'a gardé en fait. On comprend du coup que
que la viticulture biologique était une viticulture plus risquée dans ton contexte, avec des charges qui étaient finalement importantes. Est-ce que tu ambitionnes demain de revenir quand même au bio, ou est-ce que le bio, c'est définitivement derrière toi? Alors là, je peux pas vraiment répondre à cette question en te disant oui ou non, en fait. En fait, ça dépend des conjonctures aussi, ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'en fait, on nous a tous mis dans des étiquettes, on nous a demandé de dire, ben voilà, on veut peut-être cahier des charges, etc. et tout ça, machin. Et je pense qu'en fait, toutes les agricultures, elles sont belles en réalité, que tous les agriculteurs ont fait le maximum pour que ça soit économiquement viable et aussi agronomiquement, parce que le but, c'est sur du long terme, surtout une culture comme la vigne, hein, on est sur des cultures pérennes, il faut qu'elles durent longtemps dans le temps, hein, qu'on plante, c'est pas juste pour une année, c'est pour 30, 40 ans, pour plus, sur certains secteurs. Donc, voilà, l'objectif, en fait, c'est de perdurer quand même toujours ce côté agriculture raisonnée, bien réfléchir à toutes les méthodes culturelles pour que ça fonctionne, pour qu'on arrive à faire un rendement qui économiquement soit viable. Et ensuite, après, je pense qu'il faut savoir adapter toutes les méthodes. Il y a des choses du conventionnel qui est super, il y a des choses du bio qui sont super aussi. Et je pense qu'on peut faire un mix de tout ça pour pouvoir perdurer notre agriculture quoi, et notre viticulture. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. C'est intéressant en écoutant du coup Émilie. On voit, elle pose la question du rapport entre coût de production et valorisation, donc aussi de structuration de la filière en creux, c'est ce qu'on entend. Et puis aussi de la question de la place de la bio par rapport à d'autres formes d'agriculture, la question de la segmentation des marchés en fonction du critère agriculture biologique ou conventionnelle. Et je crois que ça fait partie justement des sujets, des facteurs que vous avez analysés dans l'étude prospective. Voilà, parce que dans cette étude, on avait 3 grandes parties. La première, c'est effectivement un diagnostic qui a été assez long pour comprendre aussi quelles étaient les origines de la bio, qui sont un peu spécifiques aussi en France. Il y a un modèle historique qui s'est développé, qui est aussi un modèle aussi politique par rapport à des petites exploitations notamment. Et puis, on a développé effectivement 4 scénarios. Alors, c'est des scénarios pas normatifs, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à dire la bio, c'est 25% demain à 2030, comment on fait ? C'est des scénarios exploratoires, donc forcément contrastés. Et comme Pierre m'a pas donné 45 minutes pour le présenter, ça va être très très caricatural, malheureusement pour vous. Voilà. Mais c'est caricatural, mais c'est aussi une façon de, on va dire, se projeter dans un avenir un peu caricaturé, de façon à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. C'est bien ça l'objectif d'une prospective. Voilà, et c'est de voir en creux qu'est-ce qui a conduit à ces scénarios. Alors je le rappelle pour ceux qui prennent des photos, qui sont peut-être espions de je sais pas quelle filière, tout ça est disponible sur le site du ministère. Voilà. Si vous voulez, tout est public, hein. Ouais, si vous voulez dans le détail. Si vous voulez caler des armoires normandes, vous pouvez imprimer tout le rapport, il n'y a aucun problème. Voilà. Et on gagne à peu près 100 € par téléchargement, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Évidemment, c'est complètement faux, malheureusement pour vous. Malheureusement. Ouais. Donc les 4 scénarios. Alors, 4 scénarios, je ne vais pas vous redire les titres parce que j'en ai pour un quart d'heure, mais juste pour redire, effectivement, ils ont des prismes différents, notamment en fonction de contexte international et puis de la manière dont les acteurs ont réagi et se sont organisés. Donc, sur le premier scénario, normalement, quand je fais un exposé, maintenant, il faut que je parle soit de Trump, soit de l'intelligence artificielle pour éveiller vos consciences. Donc, normalement, voilà, je le fais. Tout arrive. Après, j'arrête d'en parler. Qu'est-ce qui se passe, ce scénario? C'est un scénario qui est peut-être le plus complexe à comprendre. C'est peut-être pas facile de l'expliquer en 5 minutes, mais il y a 2 grands temps. D'abord, effectivement, la société, au sens large, est en quête de croissance. Elle veut à tout prix maintenir son niveau de vie. Et pour cela, notamment, on a besoin de chaînes d'approvisionnement longues, que ce soit en agriculture ou sur d'autres économies. Mais malheureusement, on voit que ce système, il casse à partir d'un moment. Nous, c'est effectivement une crise du cuivre qu'on imagine vers 2032. Donc, vous viendrez me passer un petit coup de fil dans quelques années, dans 6 ans. Et après, on est dans une phase où on n'a plus accès. Il y a une cassure au niveau du commerce international à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la bio ? On voit que dans un objectif de croissance économique, tous finalement, les soutiens publics, ils ont du mal à se justifier parce qu'on cherche avant tout des tonnes à diminuer effectivement les prix. Et dans ce cas-là, le soutien à la bio devient très réduit, voire disparaît. Et la bio, finalement, elle va servir des micro-marchés parce que, comme on est dans un scénario de croissance économique, vous avez quand même toute une frange de la population qui s'enrichit aussi. Vous avez une structure en sablier. Et qu'est-ce qui se passe dans un deuxième temps, après des crises majeures ? On n'a plus forcément accès à des facteurs de production, que ce soit les produits phyto ou les engrais.
Et donc, les agriculteurs deviennent bio par interminence. Ils sont forcés d'être bio, entre guillemets. Et les agriculteurs qui étaient bio avant... C'est par la contrainte. Par la contrainte. Et ils viennent, suivant qu'ils ont accès aux engrais azotés notamment, ben, ils sont bio une année et puis pas bio de l'autre. Et puis, on n'a plus du tout de label bio à l'échelle nationale parce que l'État n'a plus les moyens de surveiller tout ça. Ça, c'est le premier scénario, pas hyper réjouissant pour la bio, même si au final, elle devient le modèle majoritaire, mais Par contrainte, défaut, ouais. par défaut. Voilà, je vais encore vous plomber un peu le moral. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-être des photos, vous reconnaissez une certaine démarche que je ne nommerai pas ici. Là, globalement, on est dans un monde où il y a quand même une prise de conscience environnementale, mais qui est captée plutôt par des grandes firmes qui, globalement, vont définir des nouvelles normes. Et elles définissent notamment, ces nouvelles normes, une troisième voie entre le conventionnel et l'agriculture bio qu'elles cherchent à promouvoir au niveau des consommateurs. Ça devient un peu la référence et ça vient un peu marcher sur les plates-bandes de l'univers commercial de la bio. Et dans ce cadre-là, elle arrive aussi à capter des soutiens publics qui étaient réservés auparavant à une agriculture effectivement plus vertueuse que peut l'être l'agro. Donc là, on est sur des itinéraires techniques qui sont beaucoup moins contraints, même s'il y a un petit peu plus de contraintes que le conventionnel. Et globalement, cette troisième voie, avec la force de marketing et de communication de ces grosses entreprises. Alors c'est pas, je suis pas, voilà, oui, on n'est pas dans la logique du méchant grand voilà, capital. mais c'est globalement, on est sur des multinationales qui écrasent un peu tout. Et qui, par exemple, je vais le dire moi, promeuvent l'agriculture dite régénératrice. Donc avec, on peut prendre cet exemple-là où finalement on n'est pas dans une agriculture biologique, on ne reprend pas le cahier des charges bio avec toute cette obligation de moyens propre à l'agriculture biologique, une agriculture dite régénératrice qui s'inspire de l'agriculture de conservation des sols, notamment, dans une logique effectivement peut-être plus de sécurisation, de résilience et de marketing. Finalement, je me fais l'avocat du diable. Finalement, s'ils embarquent un plus grand nombre et que le socle progresse plutôt qu'une élite en agriculture biologique, est-ce que finalement, d'un point de vue social ou sociétal, est-ce que finalement on n'y gagne pas quand même ? Là, c'est difficile de vous répondre en 5 minutes sur ce méga débat, mais je me place juste du point de vue de la bio. Quand je suis effectivement face à une telle puissance en face, globalement, je deviens un modèle vraiment très marginal et c'est peut-être ce scénario-là qui est le plus pénalisant pour l'ensemble des scénarios pour la bio. Parce que je vais effectivement avoir une démarche concurrente. On l'a vu dans le diagnostic, il y a un problème de lisibilité dans les labels. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de labels. Le consommateur parfois est un peu perdu. Et là, voilà, la lisibilité n'est plus sur ou la crédibilité n'est plus sur le label bio. On y reviendra dans un instant avec Éline qui nous rejoindra. Troisième scénario. Troisième scénario, donc là on est plus sur un scénario où on va avoir une bio qui progresse beaucoup en termes de part de marché, de part effectivement dans l'agriculture. Pourquoi elle progresse ? C'est-à-dire qu'on a pour le coup une prise de conscience des enjeux environnementaux et santé. À ce moment-là, l'Europe dit voilà, la bio devient une référence. Par contre, moi je ne peux pas assumer de soutenir très fortement avec des deniers publics parce que j'ai plus les moyens l'agriculture biologique. Donc débrouillez-vous. Globalement, je suis dans une vague effectivement de dérégulation. J'allège au maximum le cahier des charges. On réduit les phases effectivement de conversion. On autorise plein de produits différents. Enfin voilà, on est sur une phase d'allègement des cahiers des charges de la bio. Je supprime l'agence bio, je vire la directrice de l'agence bio. Non, pas forcément. Je crois savoir que c'est un peu ce qui est en train de se passer là. Pas forcément. Pas forcément. On allège surtout les charges et surtout les cahiers des charges, les contraintes techniques. Pour après arriver à avoir aussi, on réduit aussi la gamme, on essaye de faire en sorte que les opérateurs se concentrent pour avoir une bio compétitive. C'est un peu une bio allemande, entre guillemets. Voilà. Et alors, tout n'est pas à jeter dans ce scénario, on arrive quand même à un mouvement où on arrive à de la généralisation et ça montre aussi à la fois les limites mais aussi des opportunités liées à ces démarches où on va avoir une accessibilité prix pour le consommateur qui est le principal frein d'accès aux produits bio. Quatrième scénario. Et juste pour répéter, parce que tu parlais de segmentation de Gary Clocher, on arrive effectivement à un modèle justement où les bio historiques ne se reconnaissent plus, donc on segmente. On a une bio historique qui recrée son label Bio Plus, voilà, plus équitable, etc. Ce qu'on observe déjà, sauf erreur, avec des Déméter et autres.
label? Alors, dans le scénario 4, c'est pas un scénario à la oui-oui, hein, c'est-à-dire un peu rêvé, un peu idéalisé, mais quand même, qu'est-ce qui pousse à aller jusque-là? C'est globalement, on a eu des problématiques de santé publique, on a un système de santé qu'on n'arrive plus à faire fonctionner, une problématique environnementale très très forte, et donc on est dans une logique vraiment One Health, donc une santé des sols, des produits, des animaux, un peu pour tout. On arrive à prouver ça, et on arrive à montrer que le coût de la prévention est bien inférieur au coût de traitement qu'on a par la suite. Donc ça nécessite quand même une logique qui est complètement différente à ce qu'on a à l'heure actuelle. Ça a une logique aussi à démontrer que l'agriculture biologique est une agriculture qui est meilleure pour la santé, ce qui à date n'est pas forcément et pour les sols. reconnu par tous. Et donc, dans ce cadre-là, on imagine, nous, qu'on n'est pas dans un monde ouvert, parce que c'est pas possible dans un monde ouvert, et on se ferait exploser en termes de prix. Donc on est dans un monde plus fermé, où on commerce avec des pays dont l'agriculture a aussi des niveaux d'exigence très élevés. Donc on pourrait imaginer le Japon, la Corée du Sud, alors le Canada, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas sur les mêmes structures, mais en tout cas on est dans une zone de commerce qui est un peu reconfigurée. Donc c'est aussi ce que ça veut dire, pardon de te couper, ça veut dire que si cette agriculture, je vais y arriver, si cette agriculture biologique là on la veut, encore une fois, il faut politiquement aussi le vouloir. Elle ne va pas spontanément émerger. C'est ça aussi qu'on retient de ce scénario. Voilà, ça nécessite à la fois des conditions externes, mais aussi des conditions internes, parce qu'on voit que globalement, on a une hausse des prix, on va avoir des externalités négatives qui vont être payées par les consommateurs ou les agriculteurs à un moment donné, donc tous les prix vont augmenter. Et donc ça veut dire qu'au niveau des budgets des ménages, quand je vais consacrer auparavant entre 16 et 20% suivant les ménages, je vais devoir consacrer 20, 25, 30%. Donc ça nécessite d'avoir des politiques sur le logement, sur le transport, etc. C'est plus du tout le même monde. On envisage aussi un monde avec des plus petites coopératives. Enfin, c'est un monde complètement différent dans lequel là, la bio devient le modèle dominant. Mais aussi c'est dans ce modèle-là où elle va rencontrer le plus de refus du modèle conventionnel habituel. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient si on fait un zoom extérieur sur ces 4 grands scénarios? Est-ce qu'il y a des enseignements clés transversaux? Alors, sur ces enseignements... Avant de passer au levier des recommandations qui suivront, mais en gros, ce qu'on entend quand même, c'est que la bio ne va plus de soi. C'est ça qu'on retient aussi? C'est que globalement, il y a à la fois des facteurs qu'on peut maîtriser au sein de la filière. Il y a entre guillemets, qui peut être responsable entre guillemets du développement de la bio, c'est les acteurs eux-mêmes aussi. Parce qu'il ne faut pas mettre sous le tapis la problématique de la crédibilité du label, de l'accessibilité prix du consommateur. On ne peut pas se dire, voilà, on fait une bio que pour les bobos, je suis désolé, il y a cette image-là qui est très fortement ancrée. Et puis derrière, il y a aussi des facteurs de soutien externe parce que on voit bien qu'il faut un accompagnement, et notamment un accompagnement en cas de crise, parce qu'il y aura d'autres crises. On va continuer à explorer ces sujets-là avec Céline Santos-Nunes, qui est donc directrice du GAB Île-de-France. Merci de me rejoindre, Céline, sous vos applaudissements là encore une fois nourris et chaleureux. Céline, comment donc tu représentes le GAB Île-de-France, donc un groupement d'agriculteurs en bio en Île-de-France. Comment, de ton point de vue, du point de vue des professionnels, cette étude a été appréhendée? Est-ce qu'elle te surprend? Est-ce que ces enseignements te surprennent? D'abord, Bertrand, je t'aime, sache-le. Je suis censée t'aimer, en tout cas. Mais voilà, mais. Non, c'est pour ça que je préviens. L'étude, c'est pas un sujet. L'étude est commanditée et diligentée par le MASA, qui est le ministère, pardon. Une absence totale de débat nous concernant. C'est certains petits mots, certaines expressions, certaines sémantiques et certaines réflexions qui nous interpellent, comme on n'y arrivera jamais, la notion de prix, voilà. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est une des réalités. Et nous, on constate aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France, qu'il en existe d'autres. Avec un marché qui va mieux, avec des agriculteurs qui montrent qu'ils sont en capacité de faire et qui n'attendent que les clics de commande pour faire encore plus. Donc, sur les... Tu veux dire que la demande se réveille? Mais bien sûr que la demande... Non, mais il y a 2 ans, 2 ans et demi, je suis passée pour une folle dingo. J'ai pas dit bonjour, pardon. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je suis passée pour une folle dingo. Ouais, colle le micro sur le menton. Il y a 2 ans et demi, je suis passée pour une folle dingo parce que j'arrêtais pas de dire que la demande était en train de se réveiller, que ça serait dommage que nous carencions sur l'offre. Alors, comme je souris tout le temps et que je suis plutôt de nature positive, clairement, on m'a pris pour une folle.
Sauf que maintenant, depuis 12 à 18 mois, plus 18 mois que 12 d'ailleurs, il est avéré que nationalement et focus particulier sur l'Île-de-France, c'est une réalité. Sur quel marché, concrètement? Restauration collective, commerce spécialisé. Et sur quelle filière de production? Le sujet n'est pas là. C'est aujourd'hui les acteurs de la Restoco et d'une part se sont réveillés et ont mis en application Egalim, qui, on se le rappelle, est une loi, donc une obligation légale, donc pas un choix d'application normalement. Et j'ai une casquette élue depuis 4 mandats. Autant vous dire que le respect de la loi, c'est toute ma vie normalement. Donc bref. Et le commerce spécialisé, on a subi quand même la crise inflationniste, le conflit russo-ukrainien où les bios s'en sont pris quand même plein la tête avec une loi de marché excessivement compliquée. Et là, ça repart. On est dans 1 mois, 3 semaines maintenant aux prémices d'une nouvelle échéance électorale. Donc c'est ce qui a fait aussi que les choses se sont accélérées. Mais qu'on nous dise pas que c'est pas possible, ça n'est pas vrai. Tu veux dire qu'il y a un effet municipal? Est-ce qu'on n'a pas peur qu'après les municipales, il y a une retombée du soufflet? Ah, ça serait démago. Ça serait un petit peu con de prendre Ça l'écharpe arrive. blanc-rouge, le pin arrive. et le badge et pas appliquer ses engagements. Mais bien sûr que ça arrive. Mais nous, on y croit. Egalim existe depuis 2018. On se rappelle que Egalim, c'est pour la restauration commerciale et collective. Commerciale aussi. Donc n'importe qui, McDo et compagnie, sont censés répondre aux ambitions d'Egalim. Il y a un bon step à franchir encore. En tout cas, aujourd'hui, dans les obligations de campagne pour les élections de mars prochain, les élus devaient exprimer leur intention de respect et leur engagement en écho à Egalim. En gros, comment, en responsabilité, je fais en sorte que mes administrés mangent bien. Et quand on appelle bien, c'est en écho à une santé publique attendue et à une santé environnementale. Donc si demain, je suis colistière, je suis élue et que je ne réponds pas à mes engagements, j'ai envie de vous dire, les administrés qui se sont déplacés pour mettre leur bulletin de vote, j'ose espérer qu'ils font prévaloir leurs droits en tant que citoyens. Mais j'y crois pas. Honnêtement, il faut arrêter de penser que les politiques sont tous des pourris. Moi, je crois à la politique au sens noble du terme et on est en responsabilité dans le cadre de la gestion des données publiques et des services à la population attendus. Donc on va rester positif et on va se dire qu'ils vont être au rendez-vous. Et donc, est-ce que tu as un ou deux chiffres ou 2 exemples de commandes publiques qui repartent en Ile-de-France pour qu'on soit un peu concret? Non, pas du tout. C'était pas tout à fait prévu, donc désolé de la C'est question. très sympa de me mettre... Non, je vais vous citer des... Un bon exemple d'une filière qui a fait un boom depuis 18 mois. Enfin, un boom, un réveil. Non plus. La filière... le maraîchage va mieux que ce qu'il allait. Les céréales et les légumineuses vont très bien en Ile-de-France. Évidemment, si vous nous demandez de fournir aux 12,4 millions de franciliens de la viande, non, on ne sera pas au rendez-vous. Mais scoop, l'Ile-de-France n'est pas un territoire d'élevage. Si vous nous demandez des oranges, pareil, on ne sera pas au rendez-vous. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, si déjà en fonction des productions locales, je rappelle qu'il y a 671 agriculteurs bio en Ile-de-France, tout type de production confondue, répartis sur plus de 39 000 hectares. Donc si tous ceux qui doivent cliquer sur commander déjà commandent le b.a.-ba de ce qu'on a en Ile-de-France, honnêtement, on pourra sabrer le champomis. Pas d'alcool. Voilà. En revanche, je vais transformer ta question. Je t'en prie. Dans la question de Pierre, il y a la notion de commande publique. La commande publique, je ne cesserai jamais de le dire, est l'outil magique. Je n'ai pas le droit de dire que je veux que mon meilleur ami, je prends toujours cet exemple parce qu'au moins il est explicite, que mon meilleur ami soit Florian. Je n'ai pas le droit de dire ça dans la commande publique. Mais je peux dire et rédiger que mon meilleur ami, je veux qu'il ait un sweat à capuche noire, qu'il ait moins de cheveux que les autres, qu'il ait une jambe croisée et un jean. Dans la salle, là, il n'y a que Florian qui peut prétendre à ça. C'est ça la commande publique. C'est rédiger un cahier des charges qui est en totale adéquation avec ce que vous voulez. Peut-être que vous allez marcher sur le fil, sans jamais tomber d'un côté ou de l'autre, enfin plus d'un côté que de l'autre d'ailleurs, mais c'est ça, c'est ce à quoi sert la commande publique et la rédaction d'un cahier des charges. Je vais vous donner un autre exemple. Je n'ai pas le droit de dire, donc je suis maire d'une petite commune dans le 77, je n'ai pas le droit de dire que je veux que mes élèves dans ma ville mangent les pommes de terre de Florian. Je n'ai pas le droit de l'écrire dans mon cahier des charges. Mais je peux dire que je veux que mes élèves, les élèves de ma commune, puissent prendre le bus, le car, fassent moins de 10 minutes de car pour aller rencontrer le producteur qui leur fait manger des patates. Auquel cas, il n'y a que Florian qui peut prétendre à ça. Ce sont uniquement des exemples, mais qui peuvent, en tout cas, qui doivent influencer les décideurs à rédiger des cahiers des charges intelligents, en écho à Egalim, il ne faut pas oublier AGEC, climat résilience quand même, et en corrélation d'autres lois, sortie de plastique, gaspillage alimentaire, etc., qui
qui permettent de mettre en lumière la considération qu'on apporte à ses administrés. Et pour moi, c'est ça être élu. Donc, j'y suis presque. Commande publique, secteur public, et la contractualisation. Je suis la grande distribution, je suis un logisticien comme Terre Azur, Pomona. C'est pas je suis Carrefour, mais je suis aussi un restaurateur. Si je contractualise avec une coopérative ou un agriculteur, je sécurise le quotidien de l'agriculteur. Et que ce soit pour l'agriculture biologique évidemment, ou pas d'ailleurs. évidemment. Mais en l'occurrence, encore plus pour c'est pas l'agriculture mon sujet. On sait pour qui on produit, pour combien de temps et pour combien pécuniairement parlant. Pourquoi voulez-vous qu'une fois qu'on a sécurisé, on n'aille pas sur un approvisionnement en écho à une souveraineté alimentaire attendue, transition écologique en parallèle, et donc manger sainement, santé publique, environnement, la totale. Contractualisation, commande publique, outil magique pour répondre aux ambitions. Outil magique, mais encore faut-il que les consommateurs en face soient là, le demandent. Tu parlais des administrés, ils ont une pression positive à faire sur les élus si on veut promouvoir l'agriculture biologique, et puis aussi tous les restes des consommateurs qui poussent leur caddie dans de la grande surface ou dans des boutiques de producteurs et qui sont aussi là aussi ont un levier, une responsabilité. Et je propose qu'on en discute avec Éline Autin-Pecchio, qui est directrice des stratégies à l'agence Gulfstream Groupe Province. Et elle a réalisé, Éline, tu as rédigé une étude, plusieurs vagues d'études, dont une assez récente, un panorama que tu réalises, un baromètre que tu réalises avec Occurrence, qui est un autre de tes partenaires, sur justement la lisibilité et l'appétence, on va dire, du consommateur pour le label bio. Quels en sont les grands résultats? Oui, bonjour à tous. En fait, l'étude à proprement parler, c'était donc avec Occurrence du groupe IFOP. Et l'objectif était de comprendre la confiance des Français envers les labels, les différents labels. Qu'est-ce qu'on a pu lire là-dedans? C'est que déjà, le label bio a une très belle notoriété, une très bonne considération également. Que ce soit AB ou Le Refeuille? On est plutôt sur le AB en ce qui nous concerne, mais en vrai, les Français, j'estime que les personnes interrogées ne font pas réellement la différence encore aujourd'hui sur un certain nombre de ces sujets-là. Et que donc, du coup, on voit une très belle notoriété, une très belle considération. On voit que c'est quelque chose qui leur parle, qu'ils ont envie de consommer, mais qu'il y a des freins. Il y a un premier frein qui est le frein du pouvoir d'achat, bien entendu. Il y a un second frein qui est une forme de méfiance/défiance. On voit le local prendre de plus en plus de puissance, le Made in France également. Et que du coup, il y a vocation à faire travailler, à faire une bonne communication autour de ce qui est réellement le label bio et de ce qu'est son cahier des charges, parce qu'on voit le cahier des charges du conventionnel se développer, s'améliorer de jour en jour. On voit également cette troisième voie avec une agriculture raisonnée qui vient mettre un peu de bâton dans les roues dans la communication du label bio et qui vient faire dire aux consommateurs finalement pourquoi je payerais plus cher alors que je comprends pas trop les différences. Donc il y a ce travail-là de communication à développer, à faire, de preuves à mettre en place également. Et puis il ne faut pas oublier un point important, c'est que quand on regarde la consommation de produits bio, eh bien quand le pouvoir d'achat et la confiance dans notre pouvoir d'achat est bonne, eh bien la consommation des produits bio évolue positivement et que tout ça est parallèle finalement, le chemin est parallèle et que quand la confiance s'évanouit, on peut refaire référence à Donald Trump et à son élection où on a vu la confiance des Français chuter librement quand il a été élu, et bien finalement la consommation des produits bio chute avec elle. Donc on est comme tout le monde. Quand on n'a pas confiance, quand on est un peu déprimé, finalement on va se faire plaisir et puis on va mettre son argent là où ça fait du bien psychologiquement. Et puis quand on a un peu plus de confiance en notre pouvoir d'achat et qu'on se sent un peu plus en capacité de gérer les responsabilités qui sont celles des consommateurs, on avance et on y va. On est d'accord, hein, que là on parle du consommateur, mais on parle bien des consommateurs et qu'on est sur une approche très moyennisée et qui explique des grandes tendances. Céline, j'imagine que tu veux réagir, je te vois prendre ton micro. Je t'aime aussi, je te connais pas, mais je t'aime. Non, mais je suis absolument d'accord avec tout ce que dit Éline. Mais avant ça, il y a une impérieuse nécessité de vulgariser ce qu'est la bio. Personne ne pige rien. C'est exactement ce qu'elle dit. Alors oui, sauf que elle a déjà, dans la cible, c'est déjà des personnes qui ont une réflexion qui a émergé. Et aujourd'hui, vraiment, moi je raconte toujours cette anecdote, mais personne ne pige rien. Moi, tout le monde pense que je m'épile pas, que je vais pas au McDo, que je vis sous une tente, mais la réalité, elle est pas là. Je bouffe pas des graines, ça se verrait. Et la bio, c'est pas ça. Et à un moment, on fait pas. Ce n'est pas que ça. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais non, pas du tout. Il y a aussi une agriculture et on compare pas un régime alimentaire et une pratique agricole, Pierre. Voyons, le véganisme, le végétarisme n'ont rien à voir avec une pratique agricole. Dis pas ça à un agriculteur. Vous allez le rendre fou. Et déjà, si le Français savait
l'intérêt qu'il doit se porter à lui-même. À un moment, on est un être humain, on est égocentrique, on est tous les mêmes. À un moment, moi, j'ai pas envie de crever demain. J'adore ma vie, on a une belle vie, des gens sympas. Donc, si je sais que je peux consommer en ma faveur, ou en tout cas pour générer de moindres risques quantitatifs et qualitatifs, mais pourquoi j'y vais pas? C'est ça notre sujet. Et j'ai pas besoin de vivre sous une tente pour ça. Hein. Est-ce que, et c'est une question pour tous les deux, et Bertrand, sens-toi libre de réagir, et après, on passera la parole à Florian pour lui demander de tout ce qu'on est en train de se dire, qu'est-ce qu'il en fait lui en tant qu'agriculteur engagé dans des filières biologiques. Et est-ce que le bio n'existe que contre le reste de l'agriculture? Mais non, je vous en supplie, non. Bah oui, mais c'est-à-dire, si je suis une agriculture biologique, c'est-à-dire que je suis une agriculture qui n'est pas conventionnelle. Et si je suis une agriculture conventionnelle, ça veut dire que ça veut juste dire d'ailleurs, je suis non biologique, parce que une agriculture conventionnelle, ça ne veut pas dire grand-chose. On est d'accord. Donc, est-ce que finalement, l'avènement de l'agriculture biologique ne peut se faire que en creux, en comparaison avec une agriculture dite non conventionnelle, non biologique? J'aime pas la phrase « faut pas opposer les agricultures », c'est pas mon sujet. Je rappelle quand même qu'au sortir j'étais pas né, on n'était pas né, mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un grand dirigeant national qui a demandé aux agriculteurs de sauver la France, de sortir la France de la famine. C'était ça la sémantique. On a payé des agriculteurs pour qu'ils accélèrent leur rendement, pour redonner goût à manger et sauver la France de la conjoncture Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on se prend pour qui pour aller faire le procès des conventionnels? C'est pas mon sujet. On a été bien contents qu'ils nous sauvent de la famine. J'étais un peu donc, plus pas de terre à procès, terre sur les questions de marketing. Non, mais pas de procès. Cette pratique-là a répondu à une temporalité. La temporalité aujourd'hui est autre. Donc notre sujet à nous, c'est d'aller voir les conventionnels en leur disant « Merci les gars, vous avez été au rendez-vous, tant mieux ». Aujourd'hui, notre planète, elle n'est pas au top de sa forme, disons-le. La santé publique, bof, hein. On n'a plus d'argent pour la guérison, donc passons au mode prévention. Pour ça, peut-être changer vos pratiques. Bertrand, sur cette question, et après, Éline, je te laisse conclure sur ce point-là. Bonne question. Après, on voit quand même que le secteur conventionnel, à l'heure actuelle, il est confronté à des impasses techniques, parce qu'il y a des retraits de produits phyto. Donc, ce qu'a dit... ce qui est le cas aussi pour l'agriculture biologique, avec le futur retrait du cuivre en viticulture, par exemple. Aussi, mais c'est la viticultrice qui l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a un moment donné, il y a beaucoup d'outils entre guillemets agrobiologiques qui sont maintenant utilisés dans l'agriculture conventionnelle. On voit qu'il y a une permissivité. Le biocontrôle, par exemple, voilà. sert beaucoup en agriculture dite conventionnelle. Voilà. Et après, il faut pas être un lapin de 6 jours. Il y a quand même une concurrence à un moment donné sur les aides publiques. Qui est plus ou moins objective et plus ou moins contrôlée. Voilà, à un moment donné, c'est aussi ça le sujet qu'il peut y avoir derrière. On est à une future réforme de la PAC, qu'est-ce qui va se passer pour ça? Et globalement, on voit que, tu l'as dit tout à l'heure, le système conventionnel aussi souffre. On ne peut pas donner des leçons à tout le monde. Et on voit bien les positions d'acteurs qui sont en train de se jouer. Éline, sur ce point, et vraiment sur un plan marketing, est-ce que on a en tête ces campagnes historiques d'une grande enseigne spécialisée qui ont été très critiques sur l'agriculture dite conventionnelle, et donc on a été très critique du coup aussi, quand je dis le secteur, sur ce type de promotion. Voilà, est-ce que le bio peut exister sans dénigrer l'agriculture dite conventionnelle, comme le souhaite et comme le précise Céline? Moi, je dirais juste que c'est avec. Ça peut pas être contre. Ça peut pas être sans. Parce que le consommateur, déjà, réfléchit pas comme ça. L'étude qu'on a menée, elle a été faite selon des filières. On a travaillé sur... au début, il y avait une colonne vertébrale commune sur les systèmes de consommation. Et ensuite, on est allé zoomer par filière avec les produits laitiers, la viande, avec une différenciation volaille, viande rouge, les produits de la filière pêche, tout ça, tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est pas parce que je consomme des produits laitiers bio que je vais aller chercher la même chose sur le poisson, alors que je vais aller le chercher potentiellement sur la viande, où là, j'ai beaucoup de compétition avec le label rouge également. Donc en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas extrême comme ça chez le consommateur. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une question générationnelle aussi qui se présente. Nous, dans l'étude qu'on a menée, là, on en a mené une deuxième sur finalement les lanceurs d'alerte et sur les crises sanitaires. Et donc sur ce qu'attendent les Français et sur ce qui les fait réagir lorsqu'il y a une crise sanitaire. Parce que soyons bien clairs, on a quand même une alerte médiatique à peu près toutes les 2 minutes. On pense au lait infantile, par exemple. Exactement. On va avoir des choses comme ça. Mais on en a plein d'autres. On a quand même beaucoup de lanceurs d'alerte aujourd'hui.
il y a des choses positives, des choses négatives là-dedans, c'est pas le débat, mais il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est de constater qu'il y a une question générationnelle. Finalement, si on prend les millennials comme point de bascule, on se rend compte que chez les générations X et au-dessus, le local est extrêmement important. Le Made in France, il y a un patriotisme économique, on en parlait tout à l'heure, qui est extrêmement fort, avec finalement, en tout cas les chiffres que nous avons vus, un peu moins de considération pour les produits dits bio. Même si ils les consomment vraisemblablement assez fortement, du fait d'une prescription de leurs enfants et puis d'une réflexion pour leurs petits-enfants. Là où chez les plus jeunes générations, et donc millennials, mais plus on descend, plus c'est vrai, essentiellement sur la génération Z, on voit une appétence toute particulière pour les produits au respect environnemental, au respect du bien-être animal et au respect de l'agriculteur et de l'éleveur. Et ça passe par le label bio? Et ça passe entre autres par le label bio, même s'ils le disent, ils n'y comprennent rien. Et même si un tiers des consommateurs français nous disent j'y comprends rien, mais vous pourrez faire n'importe quelle communication, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont pris dans une communication trop importante, on en a partout, je vais utiliser le grand mot de l'infobésité, mais en fait on en a partout, on en entend partout et on comprend plus rien. Donc ils ont besoin d'une information qualifiée, au bon moment, aux bonnes personnes, selon les problématiques et la conjoncture médiatique du moment. Et quand même sur la génération Z, pour pas qu'on dise que je prends des grands clichés et que je dis n'importe quoi, attention, ils sont jeunes et on a tous eu 20 ans. Et à 20 ans, on a tous été particulièrement réactionnaires et avec des envies particulièrement positives sur notre monde, sur tout ça. On était un peu dans un syndrome de sauveur. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont conserver dans le temps? Je l'espère, je le pense, mais rien n'est sûr parce que ils vont aussi voir d'autres choses évoluer dans leur monde à eux et une conjoncture médiatique et financière différente. Du coup, on en arrive à Florian Borde. Florian, tu es agriculteur et là aussi on peut t'applaudir et te remercier de te joindre à nous sur scène. Florian, j'ai seulement une question pour démarrer. Tu es en agriculture biologique. Au regard de tout ce qu'on s'est dit, stop ou encore? Bon, merci Céline en tout cas de l'introduction. Et voilà, donc c'est moi Florian. Donc je fais des pommes de terre. Encore, en vrai. Aujourd'hui, quelques mots sur ton exploitation? Alors, moi je suis installé dans le sud Essonne, pas loin d'ici, sur 190 hectares. Je suis installé agriculteur depuis 2001. J'ai fait 17 ans de conventionnel. Et donc là, j'arrive à ma 7e année de bio. Tout seul ou non, alors, un salarié maintenant? J'ai été tout seul sur les 17 ans de conventionnel. Et après, j'ai embauché une première personne, une deuxième. Aujourd'hui, il y a 2 salariés et 2 apprentis sur la ferme. On l'a dit, combien d'hectares? 190. Principalement en pommes de terre, mais aussi en grande culture? Ouais. Enfin, je suis céréalier, polyculture. Du coup, j'ai bien senti que quand j'ai passé ma conversion, donc en 2018, on avait une grosse vague de conversion et qu'il allait y avoir des défis à relever. Et donc j'ai tout de suite senti il fallait que je puisse me diversifier pour passer cette future crise parce que je savais qu'il y allait avoir énormément de conversions. Ça c'est un point important. Tu me disais, il y a eu une une réunion organisée par la Chambre d'agriculture. C'est ça. Et tu t'es dit, tout le monde qui est là, si tout le monde passe en bio, il va forcément avoir une crise de surproduction. En fait, l'intervenant me dit, oui, t'inquiète pas, Florian, tu vas voir, on va être une dizaine. Et en fait, dans la salle, on n'avait plus assez de. Il aurait fallu pousser les murs, quoi. Donc là, je me suis dit, waouh, là, ça intéresse. On est dans une crise majeure en conventionnel. Les prix de la bio étaient bons, donc du coup, ça a attiré énormément de conventionnels. Et là, je me suis dit, le marché, il n'est pas encore mature. Les filières sont à créer. Il va forcément y avoir un problème. Donc du coup, j'ai dit, bon, ok, il faut que je trouve une culture à valeur ajoutée. Et donc nous, on s'est lancé dans la pomme de terre. Et aujourd'hui, on a vraiment le souhait de massifier cette culture, qui est une culture qui est facilement faisable. En agriculture francilienne, ça pousse très très bien. En biologie, en agriculture bio, nous, on est 190 hectares 100% bio. D'accord. Et donc, du coup, c'est une culture qui pousse assez bien et qui donne de bonnes rentabilités. Une culture d'été. Et voilà. Et auquel, en vrai, on a les mêmes coûts de production qu'en conventionnel et on fait quasiment les mêmes rendements qu'en conventionnel. On peut donner quelques chiffres sur les coûts de production, sur les rendements? On peut donner quelques chiffres. En ordre de grandeur. Ouais, on peut te donner quelques chiffres. Moi, un hectare de pommes de terre, ça me coûte à peu près, on va dire, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du moment où je plante ma pomme de terre et que je l'emmène chez mon Carrefour ou ma GM ou ma restauration collective, elle me coûte à peu près 25 centimes.
voilà, du kilo. D'accord. Et les rendements? Et les rendements, on fait pas loin de 50 tonnes hectares. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, conventionnel classique. c'est le rendement moyen, c'est 47 tonnes, je crois, en national. Oui, donc c'est effectivement. Donc on est vraiment très bien et on est capable aujourd'hui d'alimenter avec des coûts, enfin avec une matière première à coût très raisonnable. Et moi je suis sûr que dans Pomona, Terre Azur, qui on est contractualisé, je pense qu'on a quasiment le même prix que le mec qui fournit en conventionnel, quoi. Tu parlais de mutualisation, parce que là aujourd'hui c'est 190 hectares, oui. Donc pas tout en pommes de terre, mais une partie en pommes de terre, parce qu'il y a aussi d'autres légumes et d'autres céréales, tout en bio pour autant. Sur la pomme de terre, l'idée c'est que ça se développe encore. Et comment tu organises ça? Est-ce qu'il y a une surproduction de la pomme de terre bio? Ouais, en gros on s'est aperçu que bon là on avait fait une première installation, là on fait à peu près 1000 tonnes de pommes de terre, un petit 1000 tonnes. Et on s'est aperçu que on était vite dépassé par les commandes, par tout l'engouement que ça prenait. Et donc du coup, on a décidé de faire 3000 à échéance 2027. Voilà. En embarquant d'autres agriculteurs. En embarquant énormément d'agriculteurs, entre 8 et 12 agriculteurs selon les surfaces. Il n'y a pas déjà des coopératives qui font ce travail-là? Pas d'autres organisations de producteurs? Pourquoi devoir créer toi-même en fait, en bio, pour créer des choses massives en Ile-de-France, pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est chacun de notre côté. Il y a quelques petits producteurs à droite à gauche de pommes de terre. On fait chacun quelques centaines de tonnes. Et voilà, l'idée vraiment là aujourd'hui, c'est de massifier les choses pour pouvoir avoir pouvoir proposer un prix, un juste prix pour pouvoir manger bio à des coûts quasiment identiques au conventionnel. Alors c'est pas vrai sur toutes les cultures. Attention, la pomme de terre s'y prête très très bien pour ce genre de coûts. Et nous, on est spécialistes de ça, donc on le fait bien. Donc du coup, on a écrasé les coûts. Et du coup, on est capable d'avoir une pomme de terre pas chère. Et par contre, effectivement, si vous prenez du blé ou après des filières que je connais pas, je peux pas trop en parler. Mais voilà, je sais que pour la pomme de terre, ça s'y prête très très bien. Donc justement sur le blé, où je crois que tu as un projet de céréales anciennes aussi. Oui. Là, est-ce que c'est le même créneau, un même créneau aussi, on va dire, démocratisé que ta pomme de terre? Parce que j'entends que la pomme de terre, c'est pour tout le monde, quoi. Cette pomme de terre bio, elle vise tout le monde. L'idée, en gros, moi, là où je me bats un peu sur ma deuxième partie de carrière, c'est d'essayer d'emmener le maximum d'agriculteurs bio autour de moi pour qu'on sécurise toutes ces zones à enjeu haut, parce qu'on a, aujourd'hui, c'est de la santé publique. Les nappes sont polluées, l'air qu'on respire, voilà. Enfin, on va pas revenir, c'est un autre sujet. Et l'idée, c'est d'emmener le plus possible d'agriculteurs autour de chez moi à la bio. Et pour ça, il faut leur donner de la rentabilité. Et pour leur donner de la rentabilité, il faut des filières. Comme disait Céline tout à l'heure, ça passe par des commandes publiques, ça passe par des volumes. Voilà. Moi, aujourd'hui, je lance là, par exemple, sur mon projet pomme de terre, je vais faire 3000 tonnes demain. Pour l'instant, j'en ai que 1500 qui sont contractualisés. Mais c'est pas grave. Comme je sais qu'on va y arriver, on est optimiste, on fait ce truc et on va être capable de répondre à des appels d'offres et on sera compétitif. Et nous, en tout cas, moi, j'y crois. Donc c'est pas une bio pour un marché de niche? C'est pas ça ton projet? C'est pas ça ta vision? Ah non, pas du tout. Là, on est le projet pomme de terre. On va emmener environ 150 hectares de pommes de terre. Ce qui donne, avec une rotation bio, on peut bien multiplier par 6 ce chiffre. Donc voilà, on parle en milliers d'hectares. Et les céréales anciennes, pour l'instant, le focus, c'est 2030, 1000 hectares. Et après, c'est un marché qui va surtout être à l'export. C'est conjointement avec une structure franco, c'est ton projet. Voilà, c'est un beau projet. Je peux pas en dire plus parce qu'il est encore en mode. Je voulais juste entendre redire le mot export. Ce que je trouve intéressant en t'écoutant, c'est qu'on est très loin pour le coup de la caricature de l'agriculture biologique que tu dénonçais, Céline, en écoutant Florian. On voit un entrepreneur, un gestionnaire, un technicien, un agronome qui s'inscrit dans des marchés aussi internationaux et pas que des petits marchés locaux qui sont très bien par ailleurs, mais c'est aussi ça l'agriculture biologique. Bertrand, en écoutant Florian, est-ce que ça fait écho? Et la réponse est oui, elle est un peu dans la question, aux grandes recommandations qui sont tirées aussi de l'étude que tu as pu produire. Non, on a chanté la dernière slide. Tu le feras a cappella. A cappella, alors c'était un peu difficile de dire quels sont les recos. Je pense que Céline en a déjà donné quelques-uns. Voilà, des instruments de marché. Il y a la question de piloter aussi l'offre, parce qu'on voit bien que la crise, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas une adéquation offre-volume. Parce que quand tu disais, il y avait plein de monde dans la salle et on savait qu'on allait droit dans le mur. Moi, je suis intervenu en 2020 pour une structure. Je lui ai dit, mais arrêtez de convertir, vous allez droit dans le mur. Donc,
il y a aussi ça, il y a le pilotage de la filière qui doit aussi se professionnaliser, mais des gens professionnels, il y en a de plus en plus dans la filière. La difficulté, c'est qu'une crise comme celle qu'on a vécue, il y a de la ressource humaine qui part. Donc attention à avoir ce qu'on a appelé des infrastructures critiques, qu'elles soient humaines ou physiques, parce que quand vous convertissez par exemple un silo de céréales, une fois que vous remettez un peu de conventionnel dedans, c'est mort, quoi. Alors que vous avez mis 2-3 ans à le convertir. Est-ce que justement, c'est pas un peu trop sévère aussi, ces temps de conversion? Ouais, mais après, il faut prouver les bienfaits et il ne faut pas que tu aies de résidus. Donc c'est normal que tu aies sous ces temps-là. Et puis, tu l'as dit, Eline, tout à l'heure, hein, le consommateur, on voit qu'il y a les jeunes sont plutôt surconsommateurs. Alors attention, parce que les vagues qui sont faites à l'échelle européenne, on a des gens qui deviennent aussi de plus en plus égocentriques ou je sais pas, égoïstes. Donc ils pensent tous à la planète, ils pensent aussi à eux. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est maintenir ces jeunes consommateurs pour que tout au long du parcours de leur vie, quand ils vont commencer à voter différemment, par exemple, ils restent consommateurs bio. Voilà. Tu as dit le système de valeur il change, mais on voit que les gens qui donnent du budget à la bio, ceux qui consomment, qui mettent des euros, c'est les plus âgés, parce qu'ils ont les moyens simplement. Et donc il faut essayer de garder le consommateur, et ça nécessite de travailler effectivement sur la crédibilité du label, et notamment par rapport à l'origine des matières premières, parce qu'il y a beaucoup de doutes des consommateurs sur c'est bio, mais ça vient d'où? Ça peut venir de France, et oui, on travaille dessus, et en tout cas le produit est quand même sain, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hélène? Nous, à l'agence, on a... Alors, les gens de l'agence, il n'y a que moi qui utilise ce mot, mais moi, je parle des consommateurs égo-altruistes, parce qu'en fait, d'un côté, il y a l'ego, mon plaisir, ma santé, ma praticité et celle de mes proches. Et puis, de l'autre côté, l'altruisme, le respect de la planète, le respect du vivant, le respect de l'agriculteur. Et en fait, en fonction de la conjoncture médiatique et des finances de chacun, on se rend compte que c'est des jauges qui se vident et se remplissent. Très simplement, si j'ai une crise, qu'il y a une sécheresse énorme pendant un mois, on va voir pendant 4 jours une baisse de consommation de l'avocat. Et puis si on voit une vidéo L214 sur X ou Y sujet, on va avoir une baisse pendant 4 jours. Et en fait, c'est extrêmement éphémère comme fonctionnement, mais c'est existant. Et il y avait un autre point qui était important par rapport à ce que disait Céline tout à l'heure sur le fait que les gens n'y comprennent rien. Il y a une autre différence à faire au-delà de l'âge des consommateurs. Il y a aussi le lieu de consommation. Quand je consomme de la bio en GMS, je suis plus regardant, plus sensibilisé que quand je la consomme en RHD. En fait, on se rend compte qu'au restauration, on se rend compte qu'au restaurant ou dans mon restaurant d'entreprise, finalement, j'y fais pas particulièrement attention et je vais pas faire gaffe à la provenance de mon produit. Donc, il y a un travail à faire pour sensibiliser le consommateur, mais il y a aussi certainement un travail à faire du côté des restaurateurs pour que eux prennent la parole là-dessus. Donc, si je retiens quelques mots-clés, pilotage des filières, organisation de producteurs, régulation de marché par l'offre, structuration de ces filières, Bertrand, et peut-être aussi construction de gamme. Oui, non, et je vais juste rajouter aussi quelque chose qu'on a vu dans le diagnostic, c'est juste dire, on parle beaucoup de labels, concurrents, etc. La bio, il y a un marché. Et comme tu l'as dit, il a rebondi, il y a une certaine résilience. Et ça doit donner confiance. Et au moment d'investir, parce que là, ce qui est toujours très difficile, c'est qu'on a des outils pas amortis. Donc des structures, notamment au niveau de la transformation, c'est très difficile. Il y a quand même un marché et il est très résilient. Notamment les magasins spécialisés ont commencé à redémarrer. Du coup, la GMS qui a perdu des clients se dit « Oula, faut peut-être que je remette de la bio dans mes rayons ». Donc il va y avoir un effet d'entraînement. Mais c'est un double jeu, j'entends. Il y a le marché qui reprend, mais c'est aussi un enjeu de structuration de l'offre. C'est ça que j'ai retenu de nos échanges. Je vous remercie beaucoup à tous les 4. Merci, on peut les applaudir très chaleureusement. Merci pour vos témoignages. Je vous rappelle qu'on prolonge la discussion après une petite pause de l'autre côté au Café des Agris. Et là, je laisse la place ici au forum à mon compère, sans mauvais jeu de mots. Voilà, la zapette marche plus. Et du coup, je ne sais plus du tout ce qu'il y a après. Il faut m'aider. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, je donne la parole à Alain Savary pour une conférence sur la viticulture. Je suis vitier, mon marché se resserre. Dois-je arrêter, renouveler mon offre ou me diversifier? Et si oui, comment finalement? Ça va probablement faire écho à ce qu'on est en train de se dire, mais avec là un marché particulier, celui de la viticulture. Encore merci et à tout à l'heure au Café des Agris pour ceux qui veulent poser des questions et interagir avec nous. Merci.